Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean Peyrelevade. Bonjour. Bonjour. Nouveau livre, La France du populisme au chaos, aux éditions Odile Jacob. La France, vous l'écrivez, est au bord du précipice. Mais ça fait un moment que vous le professez, qu'on est au bord du précipice. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Vous m'en parlez depuis très longtemps, du fait qu'on se... Oui, mais... Et même Nicolas Bavrez, La France qui tombe, c'est 2003. Mais il y a Et on est toujours là, on n'est pas tombé. Oui, mais il y a un moment, à force de descendre, il y a un moment où on finit par... voilà. Et ce que je constate, c'est que depuis qu'on a commencé à parler de ces sujets, nous n'avons fait aucun progrès. Nous avons continué à augmenter notre dette, et surtout, parce que c'est ça le facteur long, sur le long terme, qui nous handicape profondément, nous avons un appareil productif qui est en sous-compétitivité par rapport à nos concurrents. À ceux qui disent que vous dramatisez, Jean Peyrelevade, la situation économique, qu'est-ce que vous répondez? Vous en faites votre gagne-pain? Pas du tout. Je pense qu'il y a un moment où les limites sont atteintes. On le voit d'ailleurs déjà. Les limites d'investissement public sont atteintes aujourd'hui. L'État n'a plus les moyens de s'endetter pour investir. Si notre dette avait financé de l'investissement, ça serait très bien. Non, notre dette, elle finance des dépenses courantes. Et donc, elle a... Ce que les Français attendent, hein, d'être accompagnés en matière de santé, en matière de retraite, de maladie, de vieillesse. Je vais vous dire quelque chose qui a été une découverte pendant l'écriture de ce bouquin. Notre appareil productif est en sous-compétitivité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons mis notre appareil productif en sous-compétitivité. Et donc, nous sommes en déclin continu. Si vous regardez le PIB par tête en France depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans... On est passé de la 10e place à la 25e place. À la 25e. Donc nous n'arrêtons pas de descendre. Pourquoi? D'où ça vient? Eh bien, nous avons fabriqué un système de sécurité sociale après la guerre. Il a été fabriqué par Ambroise Croizat, ministre communiste à l'époque, à une époque où la CGT avait 5 millions d'adhérents et où le Parti communiste était le premier parti de France. Et donc, M. Ambroise Croizat a dit quelque chose de magnifique. Il a dit « Nous avons mis en place un système de sécurité sociale où chacun reçoit selon ses besoins et chacun cotise selon ses moyens. » Ouais. Et M. Jean-Luc Mélenchon, pour lequel vous savez que j'ai une affection particulière, a répété ce propos il y a 15 jours. C'est un mensonge absolu. C'est-à-dire, oui, chacun reçoit selon ses besoins, sauf que ce n'est pas les citoyens qui payent. En 1945, immédiatement après la mise en place du système de sécurité sociale, ce sont les entreprises qu'on a fait payer. Et donc, qu'est-ce qui explique l'appareil productif? Ce qui explique que notre appareil productif est surtaxé et surimposé par rapport à tous ces concurrents. Mais on est documenté, c'est pas, encore une fois, c'est pas une position libérale, c'est documenté, je veux dire, c'est chiffré. Ouais, c'est documenté. L'histoire n'est pas documentée. Non, mais aujourd'hui, quand on se compare, quand on parle de la taxation de l'appareil productif par rapport à nos petits voisins européens, on voit bien que... Oui, mais personne ne s'en occupe. Pourquoi? Parce que toute la gauche, au sens large du terme, est opposée. Elle est restée largement anticapitaliste, elle est donc opposée aux entreprises. D'ailleurs, regardez le soi-disant programme du Parti socialiste, le dernier, c'est une catastrophe absolue. On oublie la social-démocratie, on l'exclut explicitement, et on dit il faut supprimer les aides aux entreprises, il faut taxer davantage les grandes entreprises, et l'histoire la plus stupide, magnifique, c'est chaque fois qu'il y a une distribution de dividendes, il faut donner aux salariés le même montant. Et pourquoi pas? Ah ben oui, qu'est-ce qu'il vous reste comme investir?
Si vous distribuez, aujourd'hui, vous êtes une entreprise qui distribue la moitié de ses profits sous forme de dividendes et qui investit l'autre moitié. Si l'autre moitié, vous la donnez aux salariés, Ça fait moins d'investissement. ça fait Ou moins plus de d'investissement. dividendes. Ou moins de dividendes. Oui, de toute façon, les investissements vont diminuer si vous faites ça. Nous payons cher, selon vous, l'inculture économique de notre classe politique. Sont incompétents Marine Le Pen, Olivier Faure, Marine Tondelier ou Jean-Luc Mélenchon. C'est pas une attaque un peu facile ou c'est vraiment la réalité pour vous, ça? Non, c'est la réalité. Et documenté sur quoi? Sur les programmes, j'ai lu les programmes. Tous ceux qui existent, je les ai lus et travaillés. J'ai lu le programme de Mélenchon, dont je dis explicitement que c'est un programme totalement destructeur. J'ai lu le programme du Rassemblement national, qui est une suite de promesses ridicules et sans aucune efficacité. Pardon, mais Jordan Bardella nous a dit que sa doctrine se résume en 3 points: liberté d'entreprendre, souveraineté stratégique de la France, défense du travail qui paye. Vous pourriez souscrire à ça? Et l'argent dont on a besoin, on le trouve où? Vous avez trouvé une phrase du Rassemblement national expliquant qu'on va trouver de l'argent en dehors des limitations qu'on va mettre sur l'immigration? Le mythe suivant lequel le fait d'interdire l'immigration va nous rapporter tout l'argent nécessaire? Ça rapportera. Mais non, rien. Ça ne rapportera rien du tout. Epsilon. Tous les économistes sérieux qui ont regardé les conséquences de l'immigration, d'abord, on a besoin d'immigrer pour des raisons démographiques et d'appareil productif. Il faut que vous sachiez qu'entre 15 et 25% des emplois non qualifiés en France sont des emplois détenus par des immigrés. Entre 15 et 25%, suivant les métiers. Donc, la construction, la restauration, l'agriculture, etc., vous ne pouvez pas... Je ne parle pas des médecins, hein. Vous avez vu les médecins, ce qui se passe? Non, dites-moi. On a de l'ordre de 20% des médecins qui sont aussi immigrés. Et on s'est aperçu que peut-être qu'il fallait les prendre comme médecins plus vite qu'avant, parce qu'aujourd'hui, vous êtes médecin, vous arrivez d'Algérie ou d'ailleurs, et on vous fait passer 2 ou 3 ans d'examen complémentaires avant de vous reconnaître. Voilà. Donc on ne peut pas continuer dans le déni de réalité. Et ce que je dis, au-delà des noms que vous citez, c'est que je ne vois pas aujourd'hui un seul homme politique qui ait fabriqué un vrai diagnostic sur la situation française. Parmi les réformes fiscales les plus urgentes, selon vous, je lisais, vous parlez de hausse de la CSG, de la TVA et de l'imposition sur le revenu des plus riches, avec une tranche marginale qui pourrait monter au-delà de 50 voire 55%. Oui, mais attendez, je pense qu'il faut... Pourquoi ces augmentations? Je pense que nous avons 2 priorités. La première, qui est de long terme, à laquelle il faut s'attaquer, parce que c'est vraiment le problème que nous n'avons pas su résoudre depuis des décennies, c'est la restauration de la compétitivité de notre appareil productif. Donc il faut baisser les impôts sur les entreprises, et notamment commencer par les impôts de production, qui sont plus élevés en France que partout ailleurs en Europe. On a de l'ordre de 3% au moins de PIB en impôts de production, il faut enlever 2% de PIB. Ces 2%-là, qui sont payés par les entreprises aujourd'hui, il faut qu'ils soient payés directement par les citoyens. Et donc, c'est difficile de se faire élire là-dessus. Ah, mais ça, c'est une autre question. Et donc, je dis pour ça, c'est d'ailleurs une idée qui a été défendue par plusieurs intervenants, il faut remplacer ces impôts de production par une augmentation de la TVA. Est-ce que vous savez que la TVA française est la plus basse de toute l'Europe? La plus basse? Oui, la plus basse. Autrement dit, tous les impôts français sont très élevés et les Français s'en plaignent, sauf que l'impôt sur la consommation, la TVA c'est un impôt sur la consommation, l'impôt sur la consommation en France est le plus bas de toute l'Europe. Donc on favorise la consommation. À peu de choses près, non? Non, pas à peu de choses près. Non. Quelle est la moyenne européenne? Non. Le taux officiel, c'est 20%, c'est-à-dire 1 à 2 points de moins que la moyenne européenne, mais compte tenu de toutes les réductions qu'on a accumulées, est-ce que vous voyez le taux effectif
de la TVA en France est inférieur à 10%. Il est de 9,7%. Ça correspond à quoi, ça, 9,7? C'est le taux Le moyen? taux moyen, effectif, Parce qu'il y a des taux à 20, à 10, à à 10, 5, à 5. Voilà. Et vous avez tous les taux possibles et imaginables entre 5 et 20. D'où vous sortez ce taux moyen à 10% de TVA? Étude de l'INSEE. Tous mes chiffres, vous savez, ils ont été vérifiés. Je suis seul, je travaille seul, mais je travaille de manière sérieuse. Donc je vous dis 9,5. Donc vous l'augmentez pour financer les baisses d'impôts sur les entreprises. Financer les baisses d'impôts sur les entreprises. Est-ce qu'on sait que ça va mécaniquement être favorable à l'activité? Et bien entendu. Je veux dire, comment peut-on m'expliquer que redresser la compétitivité de l'appareil productif, ça ne sera pas positif? Comment vous expliquer dans l'autre sens que nous avons un taux de croissance qui est devenu plutôt inférieur à la moyenne européenne? Ouais. Un petit peu en dessous, ça dépend des années. Oui, mais enfin, bon, de l'ordre de 1%. Augmentation de la CSG, de la TVA et de l'impôt sur les plus riches, au niveau de l'impôt Alors, sur le revenu. deuxième problème que nous avons à résoudre, qui est un problème de court terme, qui, si on ne le résout pas, va provoquer le chaos que j'annonce, Déficit. c'est la dette publique et le déficit. 5% de déficit annuel, une dette publique qui n'arrête pas d'augmenter, des taux d'intérêt qui commencent à augmenter, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, la dette française ne se renouvelle que de manière progressive, ce qui fait que la hausse des taux... Elle reste appréciée par les marchés. Oui, Par les oui, investisseurs enfin, elle étrangers. reste appréciée. Les taux montent. Les taux montent. Et nous avons plus... Il monte pour tout le monde, là. En ce moment, il monte pour tout le monde. Pour nous plus vite. Pour nous plus vite que pour les autres. Et la dette française, elle est portée à plus de 60%, à plus de 50% par l'étranger. Donc, il faut le résoudre. Alors, réforme, ça commence par des réformes de fond qui sont incontournables. Réforme des retraites, qui à elle seule représente probablement entre 1 et 2% du PIB en termes de... Si vous étiez élu président, les retraités auraient du souci à se faire. Parce que Oui. Vous, d'ailleurs, la première des réformes, la réforme incontournable, c'est celle des retraites. Mais on a déjà fait plein de réformes déjà. Mais non, on les refuse. On n'arrête pas de les refuser. On est à... 80%, 90% des Français ne veulent pas revenir en arrière sur la retraite. Est-ce qu'on leur a expliqué? Je veux dire, Enfin, veulent revenir en arrière, ne veulent pas d'une retraite à 64 ans. Le problème des retraites, c'est un problème qui concerne la totalité de la population, des bébés jusqu'aux personnes les plus âgées. Et j'aurais tendance à dire même des bébés qui vont naître et qui ne sont pas encore nés. Le problème des retraites, c'est un problème macroéconomique majeur sur la totalité de la population. Donc, pour l'État, passer à un soi-disant conclave entre le patronat et les syndicats pour réformer le régime des retraites, c'est une stupidité absolue. C'est une perte de responsabilité. C'est un déni de responsabilité. C'est à l'État à se saisir du problème et à dire voilà les solutions qui sont possibles, voilà ce qu'on doit faire pour équilibrer notre régime de retraite sur le long terme. Alors, deuxième, on retombe toujours sur le même problème, c'est que nous avons des hommes politiques et une structure politique qui fait qu'on ne regarde jamais les choses sur le long terme. Donc c'est à l'État à réformer les retraites. Et donc à prolonger à 65 ans, 66 ans. Mais comme tous nos voisins. Par quel miracle? Déjà, vous ne serez pas élu sur ce programme-là, moi je vous le dis. Hein. Je ne cherche pas à être élu. Je pense de toute façon que vous avez raison. Je pense que personne, aucun homme politique n'osera, avant l'élection présidentielle, dire la vérité sur la situation française. Je pense donc que la crise sera incontournable et que c'est après la crise que la vérité commencera à sortir. Ce qui est d'ailleurs une tradition française assez solidement établie. La taxation juste des ultra-riches, ce que propose la gauche pour réduire les déficits, c'est une solution parmi d'autres? Non, pas du tout. Une solution parmi d'autres? Mais non. Je vous signale que... Où est l'homme de gauche qui sommeille encore en vous? Moi, je suis social-démocrate. Alors, j'ai vu qu'il n'y en avait plus. Hein, j'ai vu que la social-démocratie était maudite par le Parti socialiste. Hein. Le Parti socialiste dit on ne veut plus de la social-démocratie. Donc, enfin, ils disent ce qui est la vérité. Les sociodémocrates ont toujours été minoritaires à gauche, très minoritaires. Et la social-démocratie, c'est quoi? C'est
reconnaître que toute richesse distribuée doit être d'abord produite. Donc l'intérêt pour l'appareil productif est un problème majeur. Ouais. Et deuxièmement, une fois que vous avez fabriqué un appareil productif efficace, oui, par rapport à des gens plus libéraux, vous allez peser, pour des raisons sociales, sur la distribution. D'où votre impôt sur le revenu à 55%. D'où mon impôt sur le revenu. Marginal. Bien entendu, bien entendu. Mais pas de taxation des ultra-riches sur leur patrimoine, sur... Mais alors, la commission des parlementaires qui s'occupe de ça, elle vient de reconnaître que on ne peut pas savoir quel est le patrimoine des Français aujourd'hui. Il n'y a aucune indication chiffrée sur le patrimoine des Français. Et donc Zuckman, ce sont des chiffres inventés. Personne ne sait. Aucune administration publique aujourd'hui n'a une connaissance du patrimoine des Français. Aucune. Un petit peu quand même, non? Non, aucune. Au moins tous ceux qui déclarent l'impôt sur la fortune. Oui, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc la seule chose que l'on connaisse, c'est le patrimoine immobilier des Français. D'une partie des Français. D'une partie des Français, c'est tout. Rien d'autre. Vous êtes pessimiste, on le sent bien, pour 2027. Votre dernier chapitre s'intitule « En marche vers la dictature ». Mais en même temps, si le populisme c'est la dictature, je n'ai pas le sentiment qu'en Italie, Giorgia Meloni, ce soit la dictature. Oui, le mot dictature est peut-être trop fort, je reconnais. Oui. C'est vous qui l'avez écrit. Hein. C'est moi qui l'ai écrit, mais pour être sûr de provoquer des réactions, et de ce point de vue-là, ça marche apparemment. mais ce que je crois en revanche profondément, qui est une des étapes éventuelles vers la dictature, c'est la destruction de l'état de droit. C'est-à-dire que je crois que ce soit l'extrême droite ou que ce soit l'extrême gauche, dans les deux cas, et ils ne sont pas les seuls, hein, les attaques contre le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, pour moi, sont terrifiantes, parce qu'elles sont portées aussi par une large partie de la droite. Hein, Monsieur Retailleau, en particulier, dit des horreurs sur l'état de droit. Il dit quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, par exemple ? Qu'il faut réformer l'état de droit, que l'état de droit, ce n'est pas du tout un impératif. Et donc, si on détruit l'état de droit, on détruit les libertés individuelles, on détruit la liberté d'expression. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les propos sur l'immigration, mais aussi les propos sur l'audiovisuel public. On voit bien qu'il y a une attaque explicite sur la liberté d'expression. Juste avant de se quitter, que ce soit d'ailleurs au RN ou chez LFI, souvent, Jean-Luc Mélenchon affirme qu'en cas de problème, la BCE, le jour où il y aura un vrai problème, que la BCE sera là, qu'elle prêtera à la France à taux zéro. Enfin voilà, elle prêtera à la France à taux réduit, elle financera la France. C'est du pipeau, ça, ou on peut... Mais sa thèse est magnifique, hein. C'est-à-dire, l'Europe, j'en ai rien à faire. Les dépenses françaises, c'est la France et elle seule qui va les fixer, qui va développer son propre système, la souveraineté française. Et puis en cas de difficulté... La facture sera payée par l'Europe. Sera payée par l'Europe. C'est totalement irréaliste. Mais c'est vrai que si la France était attaquée un jour parce que déficit qui reste toujours à 5%, qu'on n'arrive pas à réduire pour la 3e, 4e, 5e année consécutive, s'il y avait une attaque des marchés, qu'on ne voit pas du tout, des investisseurs étrangers qui s'inquiètent, etc., est-ce que la BCE pourrait intervenir pour sauver la France, comme elle l'a fait à l'époque, pour sauver d'autres pays moins puissants en zone euro, qui mettraient en danger existentiel l'euro et la zone euro? Non, elle peut intervenir comme elle a fini par le faire d'ailleurs. Mais avec des contreparties. Mais avec des contreparties très sérieuses. C'est-à-dire que je suis sûr que la BCE, en tout cas les techniciens de la BCE, ont exactement le même diagnostic que moi sur la situation française et qu'ils attendent tranquillement le cas où il y aurait une crise avec un refus des prêteurs étrangers de continuer à prêter pour nous imposer une remise en ordre. Je pense que c'est comme ça d'ailleurs que la crise se déroulera. C'est-à-dire une crise financière accompagnée immédiatement d'une réaction musclée de la BCE et des structures européennes. La France du populisme au chaos, c'est donc signé Jean-Pierre Levade aux éditions Odile Jacob, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Toujours un plaisir de vous retrouver. À bientôt. Merci David.